Là, nous sommes donc avec Vincent Ferry de l'association donc de la PCI. Oui. Vincent Ferry, merci de nous accorder quelques minutes. Le mercredi, c'est animé. Je ne dis pas que les autres jours, c'est pas animé ici à la mine, mais aujourd'hui, c'est animé. On est avec les bénévoles depuis tout à l'heure. Nous sommes dans un endroit stratégique, un endroit très important. Et merci de nous ouvrir les portes. Parlez-nous, s'il vous plaît, Vincent Ferry, de cet endroit où nous sommes ce matin. Alors, c'est un endroit qu'on appelle le Zublin, du nom de l'architecte, en tout cas de la maison que l'architecte Zublin avait fondée, qui est un bâtiment qui a été créé spécifiquement ici à Neuve-Maison, par rapport aux contingences du terrain déjà, puisque il fallait trouver un terrain en dur, et puis à la réorganisation de la mine. L'objectif de cet accumulateur à minerai, puisqu'il s'agit d'un accumulateur, c'était d'accumuler le minerai, donc de le stocker, de le trier dans différentes cuves, et surtout l'objectif était de conserver par rapport aux anciens accumulateurs l'ancienne voie qui descendait jusqu'à l'usine, qu'on appelle le chemin du Coucou. Et donc, c'est toute la structuration du bâtiment est faite par rapport à cette volonté de conserver en fait cette ligne de chemin de fer. Voilà. Donc, c'est ce qui a animé aussi la vie néodomienne pour ce bâtiment-là pendant 38 ans, où on va avoir des trains quotidiens ça va monter jusqu'à 16 par jour qui vont descendre le minerai vers l'usine et remonter. Et donc ce bâtiment, en plus, il a une histoire incroyable puisque il va ouvrir dans un premier temps de manière originale par rapport à la structure de la mine, et donc il a été fait architecturalement pour ça. Mais ensuite, on va complètement modifier dans la modernisation de 1954-1955, complètement modifier le fonctionnement du bâtiment tout en conservant toujours sa vocation de tri de minerai. Et ça, c'est une histoire incroyable. Alors justement, parlons du Zublin. Modifier cette structure pour accueillir du public. On va en parler dans un instant. Je voudrais parce que juste derrière nous, vous qui nous regardez, vous pouvez peut-être vous poser la question de ce que l'on voit juste derrière. Vincent Ferry, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous avons juste derrière nous? Alors ça, c'est du reste de minerai, c'est ce qui descendait pas à l'usine parce que trop fin. Et comme à partir de 66, on commence à annoncer dégraissage et puis ensuite progressivement la fermeture, dans la dernière année, en fait, ils vont plus s'amuser à nettoyer les cuves. Donc, ils vont laisser cet amas de minettes lorraine, trop fine, ce qu'on appelle de la fine. Ils vont le laisser. Et le bâtiment étant abandonné après la fermeture à Noël 1968, ça va se durcir et se sédimenter. Et donc, on a ces amas qu'on a voulu, à l'époque avec Jean-Paul Vachelin, qui était maire, absolument conserver dans la rénovation du bâtiment. Et donc, on a conservé cet espace-là avec l'idée de faire un déambulatoire qui permettra au public de venir voir à la fois ces montagnes de restes de minerais et la profondeur des cuves qui sont en dessous. Alors, merci pour ces infos. C'était important de parler justement de ce que nous voyons ici. Alors, je voudrais revenir sur l'avenir du Zublin. Un lieu rempli d'histoire, vous l'avez évoqué. Comment on imagine le Zublin dans les mois, années à venir, ici, pour le public qui se rendra ici à la mine? Alors, la première opération, ça va être l'ouverture pour le public. Donc, oui. On va... aujourd'hui, enfin demain, avoir une visite qui va être une double, voire une triple visite, c'est-à-dire une visite qui va aller toujours dans la mine du 19e siècle, et ensuite qui permettra de voir et d'entrer dans ce bâtiment-là, de comprendre, donc on aura la phase intermédiaire entre la mine et l'usine, et dans le petit parc sidérurgique qu'on a fait, on aura la visite complète, c'est-à-dire que demain, un visiteur qui viendra ici pourra à la fois depuis l'extraction du minerai jusqu'à sa transformation à l'usine dans les produits qu'on connaît comme le fil de fer par exemple, spécialité de Neuve-Maison, il pourra voir et comprendre dans les vrais endroits où ça s'est passé, la manière dont on a fait la révolution industrielle, c'est-à-dire dont on a produit énormément de fonte et d'acier. Et donc ce bâtiment-là, il va rendre notre site quasi unique, puisque souvent dans les mines qui restent, on a soit
des bâtiments du travail sur le carreau de la mine, mais on a des mines, par exemple dans les mines de charbon, souvent des mines de reconstitution, soit on a une vraie mine qu'on va voir comme au Tillot par exemple, chez nos amis du Tillot, mais qui est trop vieille pour qu'il reste en fait des bâtiments. Et nous on va avoir le double la double casquette, c'est-à-dire on va pouvoir faire visiter à la fois la mine et à la fois un bâtiment industriel du carreau de la mine, tout en gardant la liaison avec une usine qui elle existe toujours. Donc ça va être un lieu à peu près unique, je pense, dans toute l'Europe d'ici quelques mois maintenant. Ça va faire plaisir donc aux visiteuses, visiteurs qui sont nombreux à venir ici à la mine. Alors justement, j'ai une question à vous poser sur les visites qui sont organisées ici à la mine de Neuve-Maisons. Quand vous êtes venu dans nos studios à TVNéo, on parlait des visiteurs où il y avait quand même donc un attrait fort de celles et ceux qui viennent ici visiter la mine. À combien de visiteurs on est maintenant ici à la Alors on va atteindre les 10 000 cette année. On a flirté avec les 10 000 les 2 années précédentes. Donc en fait, si on prend le cumul depuis 2018 où on a vraiment ouvert au public de manière large, on est déjà à 50 000 visiteurs qui sont venus. Alors moi je rapporte toujours ça à la taille de la ville de Neuve-Maisons, qui est propriétaire du site. La commune, elle fait un peu moins de 7 000 habitants. Ça veut dire qu'on fait venir ici plus de gens que la totalité des habitants de la commune tous les ans. Si on cumule, ça fait plus que celle de la communauté de communes, quoi. Donc ça commence à devenir quelque chose de très important. Et on sait par nos sites amis comme le Tillot ou d'autres mines et mondes souterrains auxquels on s'associe de plus en plus que on a encore un potentiel supérieur à ça. Et pour nous, 10 000 visiteurs, c'est quand même déjà une contrainte, puis ça veut dire qu'en fait, avec les contraintes qu'on a de sécurité et de tranquillité du public dans la mine, ça veut dire qu'on a fait 1000 groupes cette année. 1000 groupes sur 10 mois d'ouverture, ça veut dire qu'on fait plus de 3 groupes par jour en moyenne. Et donc c'est là aussi quelque chose qui, d'un point de vue des bénévoles, est absolument extraordinaire, parce que c'est la force des bénévoles qui fait vivre l'association, tant dans les aspects de travaux, de sécurisation, d'aménagement, que dans les visites. Et c'est absolument extraordinaire de ce point de vue-là. Absolument extraordinaire. Pour celles et ceux qui veulent venir à la mine, c'est tous les jours pendant les vacances scolaires, c'est bien de le rappeler, et c'est tous les week-ends et jours fériés, naturellement. Voilà, c'est ça. Et pour des groupes constitués, ça peut être n'importe quand en accord avec nous. Vincent Ferry, merci d'avoir répondu à nos questions et merci de nous accueillir ici à la mine de Val-de-Fer, ici à Neuve-Maisons. Merci. Nous continuons donc notre visite ici à la mine à Neuve-Maisons et nous sommes avec Jean-Paul Vinchelin. Jean-Paul Vinchelin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Auditeurs. Alors, on a croisé ce matin des bénévoles qui s'investissent donc dans un travail du collectif. Nous avons visité le Zublin avec Vincent Ferry. On aimerait, au nom de TVNéo, pour celles et ceux qui nous regardent, quand on est dans ce site chargé d'histoire et quand on voit aujourd'hui en 2025 ces bénévoles qui passent du temps, où leur satisfaction première, c'est le sourire du public. On parlait des visiteurs qui sont venus et qui viennent nombreux et nombreux. C'est quand même une satisfaction incroyable. C'est une réussite. C'est une réussite et c'est une fierté pour ce que l'on met au niveau humain dans l'évolution de nos secteurs. La mine et l'usine ont fait partie de ce Texas-Lorrain qui était au niveau national et international vu comme un des secteurs les plus prospères, qui a bénéficié de l'école de Nancy, en sachant que l'industrie a aidé l'école de Nancy, où tous ces artistes, tous ces gens qui ont fait les beaux-arts, la Tour Eiffel, etc., viennent de Lorraine. On peut en être fier. Et on en est fier pour ceux qui ont travaillé à la mine et qui ont été à l'usine, mais aussi pour tous ceux qui encore, dans le fond de cette vallée, avec l'usine de Neuve-Maisons, la SAM,
comme on l'appelle maintenant, avec Riva, continue à prospérer et à travailler ses travaux manuels, que l'on explique quand on est guide, que l'on explique quand on est, comme moi, président d'une association qui a pris de la hauteur. À 10 000 visiteurs, l'année-ci est dépassée, payant. C'est quelque chose de remarquable puisque nous travaillons avec quelques professionnels et beaucoup de bénévoles. Alors, les interrogations restent pour le futur. Avec l'ouverture de ce parc sidérurgique en dessous de nous et avec l'ouverture du Zublin, nous allons effectivement avoir des tranches de vie qui étaient méconnues par les gens. Vous me le disiez tout à l'heure, vous avez été enfant, moi aussi, et on se demandait c'était quoi cette grosse bête là qui n'a rien d'une maison. On connaissait les grands bureaux en dessous, mais on ne connaissait pas ce Zublin. Et le faire découvrir en donnant un petit coup de chapeau à notre ami Joël Raoul qui a œuvré pour classer ce bâtiment. Et ce classement du bâtiment nous permet d'ailleurs d'être à la base du futur. Là, la communauté de communes a décidé, avec la commune de Neuve-Maisons, qui est propriétaire de ce terrain, de nous aider sur le Zublin. C'est fait. Les travaux, je les avais faits étant maire, ils avaient été payés par EPFL, et c'est quelque chose donc que nous pourrons raconter. Mais nous pourrons le raconter d'autant plus que ici, on a des débats parallèles. Le débat de la migration, de l'immigration. Et ce débat de l'immigration, en ce moment, fait effectivement beaucoup parler. J'étais hier avec le Secours populaire à Villerue pour le 80e anniversaire du Secours populaire français. Et je peux vous dire que ce film italien sur la migration était phénoménal. Alors nous, ici, on a eu les gens du livre, des Italiens de Sicile qui sont venus. Et ces Italiens, en se présentant, ont été étonnés de la vigueur que l'on donnait pour ce temps d'arrivée des immigrés. Ça s'est pas fait facilement. Ceux qui diraient ça sont des menteurs. Mais par contre, quand les immigrés viennent, les premiers ce sont des Français, ils viennent d'Auvergne, ils viennent de Franche-Comté, ils viennent autour de Neuve-Maisons, des Vosges et de la Meuse, ils viennent du Saintois bien sûr, et ces paysans ouvriers, ces gens qui vont faire la première couronne de travail de la migration, vont être rejoints par des Italiens à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Puis ils arrivent à des moments où c'est que le patron choisit mal leur arrivée. En 1905, ils sont refoulés. Les wagons qui amènent des Italiens en pleine grève sont renvoyés à Lunéville. Ils attendront quelques semaines avant que la grève se situe. Et que des accès à la grève sur des pérennités sociales et sociétales qui ont été obtenues dans ces moments-là méritent que l'on parle. Tout à l'heure, je parlais avec des mutualistes qui vont venir visiter au mois de janvier la mine et ils me disaient effectivement que les mineurs avaient été les premiers à avoir une mutuelle. Cette mutuelle avait été aussi, dans le paternalisme, amenée aux autres salariés par Monsieur de Lespina. Il faut donc redonner histoire et redonner vigueur effectivement aux luttes ouvrières et aux façons qu'ont eu ces luttes ouvrières de s'organiser avec la CGT dans un premier temps et avec un parti socialiste qui est devenu Parti socialiste, Parti communiste en 1920. Mais ces organisations-là sont nécessaires à la vie de tous les jours. Si nous n'avions pas eu ces organisations, ces gens venant de tous les pays ici, nous n'aurions pas avancé comme ça. Et quand j'ai vu les gens du film italien, je leur ai dit la lutte doit continuer pour la migration. C'est avec d'autres qu'elle va continuer. Mais si elle ne continuait pas, nous ne serions pas sérieux vis-à-vis de ce que a donné les migrations que je viens de vous citer. 3 types de migrations ici qui se rassemblent en 1900. Le premier, c'est bien sûr les gens qui passent ici dans ce pôle urbain de la vigne à l'usine.
Le deuxième, celui que je viens de vous décrire, qui est celui, effectivement, des gens qui viennent de France et qui ont faim quelque part et qui viennent travailler, effectivement, dans les usines, dans le Texas, Lorrain. Et ils viennent à Neuve-Maisons. Le troisième trait de migration, c'est les Italiens, les Polonais, et après ils seront rejoints par des Portugais ou des Algériens à la fin de la guerre de 1962 en Algérie. Mais ces trois situations-là, il faut le dire, ont fait notre société. Bien sûr que les gens, ils sont gueulés. Bien sûr des fois, il y avait des injures racistes qui existaient, les Rital, les Porto, etc., les Bougnat, tous ces noms-là qui ont été inventés par le monde populaire existaient. Mais ils ont su lutter ensemble pour faire quelque chose de fraternel et d'essentiel pour la vie de notre secteur. Le milieu populaire vit de ce melpote de gens. S'il n'y avait pas eu ça, je suis certain que nous n'aurons pas eu un milieu populaire vivant, un milieu populaire où c'est qu'on n'hésite pas à dire qui on est, d'où on vient et qu'est-ce que l'on veut faire pour l'avenir. Alors, c'est vrai que vous avez bien raison, et c'est vrai qu'on boit vos paroles, et c'est vrai que vous avez été maire de Neuve-Maisons. Vous êtes aujourd'hui président de la PCI. Quand on a, et vous parlez, et c'est vrai qu'on boit vos paroles, parce que c'est ce site où nous sommes aujourd'hui, où c'est vraiment rempli d'histoire, et on le dit depuis ce matin. C'était un mélange de cultures, c'était un mélange de différentes nationalités. Le vivre ensemble existait à cette époque-là. Mais alors justement, je vous disais que vous étiez maire de Neuve-Maisons, et vous êtes aujourd'hui président de la PCI. C'est une satisfaction incroyable d'être parti de là où vous êtes parti pour donner une nouvelle vie, entre guillemets, ici, à cette mine. C'est une satisfaction qui doit être, je pense, à votre niveau, la première satisfaction de dire on a réussi, on rassemble les bénévoles, on rassemble, c'est le vivre ensemble, et derrière ça, le public vient les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Réussite totale à tout niveau. Bien sûr. Je suis satisfait d'une chose parce que dès qu'il y a eu la reconversion et le passage de 3500 travailleurs à 500 travailleurs qui sont encore dans la sidérurgie actuellement, nous avons fait un passage qui était monstrueusement difficile pour les gens. Ils avaient dans leur tête un haut fourneau, comme disait Jacques Chirac, parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait jamais dépasser ces outils-là. Et le modernisme a montré et a démontré et démontre actuellement qu'on peut faire mieux avec peu de gens qui travaillent. Et c'est donc en ce sens que l'industrie doit se réarmer et trouver des dispositifs que nous avons eu le courage d'agir. 1984 n'a pas été une année facile pour moi. J'étais vu comme le président de la République, comme le Premier ministre et comme le conseiller général simplement que j'étais et le premier adjoint de la ville de Neuve-Maisons. Et les gens me tenaient pour responsable de la situation sidérurgique qui perdurait déjà depuis 120 ans. Et quand je leur disais qu'il fallait garder quelque chose, certains syndicats m'expliquaient qu'il valait mieux être à zéro et se battre et continuer à se battre. Et moi, je savais bien que 7 jours de grève, c'était déjà difficile. Ouais. Il fallait atterrir, il fallait gagner le morceau. Il fallait le gagner au niveau politique. C'est ma visite avec Mauroy, avec Jean-Paul Durieux de Longwy, où nous expliquons à Mauroy que il a tout intérêt à avoir 3 aciéries électriques dans le plan qui est prévu, dans le premier plan, et de pas suivre notre ami Fabius qui voulait une grande usine à Romba. Et je ne regrette jamais ce moment-là d'histoire, même si j'ai été traité de traite ou de situations très difficiles pour moi passées. Et donc la fierté que vous venez de dire, oui, c'est la fierté de ma famille, c'est la fierté de mes amis. C'est ma fierté, bien sûr. Je ne vais pas dire que je ne suis pas fier de ma situation de vie. Certains pensent que c'est une vie de réussite, je le pense aussi. Mais en même temps, je suis certain que ici, sur Neuve-Maisons, j'ai toujours essayé d'aller à la vérité et d'aller effectivement au vivre ensemble que l'on parlait tout à l'heure. Et l'humain, puisque j'ai parlé du discours populaire hier, je vous le dis, il est avec nous.
et il ne peut pas être séparé parce qu'il y a une frontière, parce que on vient d'un autre pays ou on vient d'un autre village. Non, on est ensemble et le temps de casse-route que l'on fait encore ici, bah, c'est le temps de l'usine, c'est le temps où on s'expliquait, où on discutait. Et quand il y avait une bagarre orale, ben, il y avait un gars qui allait faire la gueule pendant un jour ou 2 jours. Et ça revenait. Et ça revenait. Et ça revenait. Ça revenait. Alors justement, quand on est arrivé, nous TVNéo, ce matin, quand nous sommes arrivés, on vous a vu, vous étiez entourés, et un café, etc. Un moment d'échange. Oui. Sympa. Et ça sera ma dernière question. Jean-Paul Vinchelin, quand on est sur un site comme ici, vous parliez des tempêtes du passé que vous avez vécues. Ici, il y a des hommes ici qui ont sué, qui ont travaillé durement. Ils venaient pas ici comme en 2025 où des bénévoles pour revivre une certaine histoire. Ils venaient, c'était un vrai travail, c'était douloureux. Est-ce que pour vous, d'être président de la PCI, de faire revivre un lieu où il y a eu des pleurs, des cris, quelquefois des bagarres, ça pouvait arriver. Et quand on voit aujourd'hui en 2025 ces bénévoles qui sourient, qui prennent du temps, c'est là qu'on s'aperçoit que Neuve Maisons a avancé et qu'on fait revivre quand même dans un endroit douloureux pour certains, parce que c'était vraiment dur à l'époque. On fait vivre du bonheur avec du collectif, des bénévoles qui se retrouvent, et puis on fait revivre l'histoire de Neuve Maisons. Absolument. Alors, j'ai toujours été trempé dans l'associatif, puisque dès 15 ans, à la JOC, et je vous l'ai déjà raconté, après à la CFDT, CFTC 3 mois et CFDT, et puis après au Parti Socialiste, je suis resté fidèle à cet espace de vie associatif qui est essentiel. Alors pourquoi elle est essentielle? C'est parce que l'isolement est une maladie. Les gens qui sont isolés actuellement, qui sont pas dans une association, qui sont pas dans une vie collective, ils souffrent. Moi, je ne souffre pas. Je suis avec des gens qui sont dans l'intelligence d'esprit de vouloir, ici, dans un lieu de calme maintenant, c'est plus la mine d'antan, mais c'est toujours un lieu où c'est que vous entendez quelques bruits de tronçonneuse ou quelques bruits de travaux bénévoles qui font que nous rassemblons des gens de plus en plus fortement. Et le besoin qu'a les associations actuellement, c'est de renouveler les anciens. Je fais partie des anciens. Comme je le dis toujours, j'ôte ma casquette et je n'ai plus beaucoup de cheveux. Donc il faut que les jeunes viennent ici. Et cet appel aux associations pour les jeunes est nécessaire dans tous les endroits. On a des associations qui sont en train de mourir. Celle-ci, elle vit bien, mais je ne vais pas faire fanfaronner. On a quand même quelques difficultés de temps en temps pour le nombre de guides, pour le nombre de personnes qui peuvent encore travailler complètement. Nous sommes obligés, comme à l'usine, d'aménager des postes ici pour les bénévoles. Ouais. C'est-à-dire, il y en a qui ont besoin de rester avec nous et de faire le coup de peinture. Moi, j'ai besoin d'aller plutôt sur le Tagazou que d'aller sur des travaux de force. Donc là, je nous amène effectivement à beaucoup de responsabilités dans le bonheur que vous avez raconté d'être ensemble, dans le bonheur de faire quelque chose pour la reconnaissance véritable de ceux et celles qui ont fait ce patrimoine industriel. Ce patrimoine industriel, il a été fait par des patrons, il a été fait par les ouvriers. Et dernièrement, je vais terminer là-dessus, j'étais voir ma petite fille à côté de Saint-Étienne, à Unieux, pour une compétition de cheval, et je vais visiter à côté le chemin de Compostelle et le Puy-en-Velay, magnifique à aller voir d'ailleurs, pour mon deuil, il y a une belle basilique, une visite de la Vierge en l'air. Je suis quelqu'un qui fait plus son signe de croix, mais en même temps qui reconnaît l'art sacré. Et tout le monde écrivait sur un livre de cette basilique, dont il y avait des gens de Compostelle, et il parlait de Dieu et il parlait de l'Église. Ce qui est intéressant, mais il parlait du curé, quoi. Il parlait pas de l'envie de l'art sacré que peuvent avoir les non-croyants ou les autres qui font effectivement Compostelle. Et j'ai écrit sur ce livre d'or. Merci aux apprentis, aux compagnons et aux maîtres qui ont été capables sur le chemin de Compostelle de faire des lieux d'art sacré, des lieux remarquables et qui sont capables d'être faits. J'ai signé un ami de Neuve Maisons, JPV.
Et puis je redescends de la Vierge et j'arrive, j'étais déguisé mine du Val de Fer. Ouais. Et il y a un gars, il me fait « Jean-Paul !» Ah ben je regarde Jean-Paul et je regarde le gars, Sam, celui qui nous avait fait juste ici en dessous, la tréfilerie, et qui m'appelait pour me dire, voilà. Alors, je lui ai dit, mais comment tu m'as reconnu? Ah, mais on t'a reconnu ailleurs. On t'a reconnu en bas. Et ma femme lit le livre d'or. Ouais. Elle dit, il y a un gars de 9 maisons qui est là, mais c'est un JPV, je le connais pas. Et lui, et le copain, il fait, bah, c'est Jean-Paul Vincelin, ça peut être une personne d'autre. Bah oui. Bien sûr. Voilà, ça termine le propos. Eh bien, merci. En tout cas, merci de cette note finale. En tout cas, merci Jean-Paul Vincelin, président de la PCI. Merci de nous avoir accueillis ce matin, où vraiment, avec les bénévoles, c'est vraiment ici le lieu où le vivre ensemble, comme je le dis souvent, a tout son sens. Merci beaucoup. TV Néo est avec Pascal, aujourd'hui, ici à la mine donc du Val de Fer, ici à 9 maisons. Alors, Pascal, expliquez-nous. Alors, vous êtes bénévole, oui, d'accord, c'est bien de le préciser. Tous les mercredis matins, oui. Vous êtes sur la mine. Que faites-vous? Alors, le travail, votre travail ce matin consiste à quoi? Alors, ce matin, on a démonté la cabane qui était ici, qui était en bois. Oui. Pour essayer de refaire la même chose que les autres de l'autre côté. Là. Combien de temps ça prend? Ce matin, oui. Ça nous a pris 2h30, 3h à peu près. Alors, vous êtes bien entouré, hein, puisque je crois que vous avez votre collaborateur ici présent, très précieux, on rappelle le prénom. Lucien. Lucien. Et nous avons Patrick, c'est ça? Christian. Christian, pardon. Oh là là, Christian. Alors, voilà, venez nous retrouver. Alors, j'insiste, hein, je le disais, vous êtes donc bénévole. Tout à fait. Vous venez les mercredis matins, c'est ça? Mercredi. Alors, cette passion qui vous anime, en quelques mots, alors vous ne faites pas que ce travail, hein, il y a plusieurs missions, on en parlera ici avec TV Néo, mais alors, votre travail, la passion naturellement, oui, l'envie d'être avec les copains, comme on est retraité, on n'a pas envie de rester non plus assis dans un fauteuil. Et je retiens, on va donc faire du bénévolat dans les différentes associations. Très bien, et donc je le disais, c'est du collectif, hein, ici à la mine du Val de Fer, ici à 9 maisons. Qu'est-ce qui vous enthousiasme à venir partager justement ici ce travail, ce collectif? On retrouve une forme de solidarité qu'on a perdue un peu dans notre monde moderne. On se donne des coups de main, on travaille avec des bouts de ficelle, avec peu de moyens et on s'entraide beaucoup. Oui. On est vraiment un esprit de camaraderie qui est vraiment important. Pour faire plaisir à Vincent. Et pour faire plaisir, faire plaisir à Vincent. Non, alors, ce qui est important, c'est qu'on est quand même TV Néo et ce matin vraiment dans un site, sur un site rempli d'histoire. Et en 2025, de se retrouver ici, passer du temps avec les copains, passer du temps à travailler ensemble. Ça, en un mot, vous diriez quoi? C'est plus que géant, c'est plus que magnifique. C'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est gratifiant. Là, cette année, on a quelque chose d'exceptionnel. On va fêter demain soir plus de 10 000 visiteurs sur l'année 2025, ce qui est du jamais vu. Chaque année, ça progresse. Et puis, c'est une récompense, une forme de récompense, puisque nous, notre salaire, c'est le fait que des gens visitent et soient vraiment enchantés, voilà. Ouais. Et puis, moi, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai vu évoluer aussi le site. Ce qu'on fait petit à petit, qui ne se voit pas chaque semaine, au bout de quelques années, ça se voit, c'est vraiment, en fait, formidable. Le vrai bonheur et la vraie rémunération, vous l'avez dit, c'est le public qui vient et qui est totalement satisfait. Merci en tout cas, messieurs. De rien. Du coup, on va lâcher le micro et on va venir vous aider. Merci. Merci à vous. Vous avez un tarif.